Merci de nous rejoindre. Bienvenue à tous. Le grand débat sur Eden Télévision, le forum des rédactions. L'opposition béninoise est-elle sur le point d'être exclue de la présidentielle, la prochaine présidentielle, après donc l'exclusion aux législatives 2019 et une participation timide aux dernières élections communales et municipales à travers le seul parti d'opposition qui était donc qui a eu sa candidature validée, la Force Correspond Bénin émergent. Et bien pour la prochaine présidentielle, la situation politique, surtout le système de parrainage, bien sûr instauré dans le code électoral, exclut-il l'opposition pour la prochaine présidentielle? Le débat à faire sur ce plateau, bien sûr, du forum des rédactions, également au sein de cette opposition, des personnalités politiques, des fortes têtes, des ténors de cette opposition. Beaucoup sont en exil, beaucoup en fuite, ayant donc des problèmes avec la justice qui, pour porter la candidature de l'opposition à la prochaine présidentielle, au sein également de la mouvance, les avis sont divergents par rapport donc à ce parrainage. Pour certains, c'est bien possible, l'opposition peut bel et bien avoir, et bien sûr, des parrains et valider sa candidature, mais pour d'autres, et bien sûr, ce n'est pas possible, puisque les élus, maires ou députés, se référeront certainement, auront l'aval de leur parti politique, pendant que d'autres pensent qu'ils sont des élus. La polémique a fait le tour sur les réseaux sociaux cette semaine. Nous en parlerons sur ce plateau avec mes confrères. On parlera également des dernières condamnations à la criette, le cas de Léadi Soglo, condamné à 10 ans pour abus de fonction, et puis Séverin Adjovi, condamné à 7 ans de prison dans un vaste dossier. Nous aurons le temps donc de l'évoquer à Cotonou et environ après les dernières pluies de la saison pluvieuse en cours, la saison qui va s'achever vers les mi-juillet. Et bien sûr, le calvaire des populations a repris, les inondations, et bien sûr, nous en parlerons. Quelles solutions durables face aux inondations dans la capitale économique du Bénin? Voilà donc les sujets qui sont au menu de cette émission, le grand débat. Merci encore une fois d'être avec nous. Ben, chose promise, chose due, l'équipe de l'avant-dernier numéro a maintenu donc pour conduire les débats. Frédéric Servlan, bonsoir. Bonsoir Konaïsé, bonsoir chers confrères et mes civilités à nos amis téléspectateurs et à nos amis auditeurs de la 102.3. Frédéric Servlan, secrétaire de rédaction, Eden TV Diaspora FM. Et puis en face de vous, Hippolyte Wanou, Hippolyte Dossou-Wanou, c'est bien cela, merci. Directeur de publication du journal Nouvelle Élite. Oui, bien sûr. Chers confrères, bonsoir. Bonsoir Konaïsé, bonsoir nos amis téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM, férus de l'émission et forum de la rédaction. Vous avez dû certainement affronter les eaux avant de venir. Si, j'ai affronté un peu les eaux avant d'y être. Alors, Frédéric, je ne vous poserai pas la question aussi. Hein. Nous allons en parler certainement vers la fin de cette émission. Alors, présidentielle 2021, l'opposition déjà exclue. C'est une interrogation. Je commence par vous. Belle interrogation, Corneille Haïtier. La réponse, elle ne doit pas tarder. Aujourd'hui, l'opposition... On présente un peu le tableau actuellement. Voilà. Oui, le tableau, il est connu, le système de parrainage qui fait que les potentiels candidats doivent obtenir au moins 16 parrainages des élus, maires ou députés. Eh bien, je reviens sur ce que j'ai commencé par dire. Le système de parrainage actuel n'exclut pas l'opposition. La loi, ni dans sa lettre, ni dans son esprit, à l'état actuel, à l'état où nous sommes, n'exclut pas l'opposition parce que la loi ne fait pas obligation aux parrains élus ou bien aux élus parrains de requérir l'autorisation de leur parti avant de parrainer X ou Y candidat. Mais le président de l'Assemblée nationale, dans une sortie, a semblé dire que les partis doivent rester forts et donc que ces élus devraient recourir à l'autorisation des partis avant de parrainer X ou Y. Mais ce que le président de l'Assemblée nationale a dit est suffisamment grave parce que la loi aujourd'hui ne dit pas cela. La loi a été votée par ces mêmes députés.
Erreur d'interprétation de Non, sa ce n'est part. pas une erreur d'interprétation. Le président de l'Assemblée nationale a lancé un ballon d'essai parce que, vous le savez, nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Il y a des candidats qui ont déjà annoncé leur volonté d'être, sinon de faire partie de la compétition. En l'occurrence, Joël Aïvo, qui commence par avoir beaucoup d'adhésion au sein de l'opposition, qui a commencé par faire l'unanimité. Et donc, cela n'était pas espéré du camp du pouvoir, n'était pas espéré de l'exécutif. Et donc, cela vient booster un peu le calendrier, l'agenda de l'exécutif qui pense déjà qu'il faut mettre un frein à ces volontés-là de ces personnes d'aller à la présidentielle de 2021. Donc, le président de l'Assemblée nationale, en disant que les élus devraient recourir à leur parti avant de parrainer X ou Y, là, est en train d'annoncer ce qui circule depuis peu sur les réseaux sociaux numériques et sur les autres réseaux sociaux, à savoir qu'il y aura bientôt une loi explicative pour insister sur le fait qu'aucun élu ne doit parrainer X candidat qui n'ait pas été validé par le parti. Et c'est grave. Si à chaque fois, on doit revenir sur la loi que nous avons soi-même votée pour répondre aux desiderata d'un siècle, nous sommes là dans un schéma de confiscation de pouvoir. Les partis doivent être forts, c'est vrai, mais les partis ne sont pas au-dessus du peuple. Les partis ne sont pas au-dessus du peuple. Les élus sont les élus, avant tout les élus du peuple. Et donc, ils doivent donner librement les élus. Légan, alors, oui, ça. les élus doivent librement donner leur parrainage à ceux qui aspirent à diriger ce peuple, parce qu'ils sont d'abord des élus du peuple. Et donc, si un candidat arrive à convaincre 16 élus parrains qu'il a le meilleur projet de société pour gouverner ce peuple, les parrains devraient accorder leur soutien à ces candidats-là en toute liberté. Et c'est d'ailleurs l'esprit de la loi qui vise à restreindre le nombre de candidatures fantaisistes. Et nous avons 160 élus, maires et députés confondus. Donc, nous n'aurons pas plus de 10 candidats à cette présidentielle à raison de 16 parrainages par candidat. Alors, l'objectif du système partisan est atteint là, de restreindre les candidatures fantaisistes. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher encore à vouloir compliquer dans les jours à venir en mettant un frein à ce système de parrainage-là? À suivre quand même, il y a quand même une certaine logique dans la déclaration du président de l'Assemblée nationale, parce que ça paraîtra quand même bizarre si un candidat ou un maire UP ou BR qui se dit d'une certaine conviction donnée parraine un candidat qui soit de l'opposition. Il faut tout de suite répondre non, nous ne sommes pas les premiers à essayer le système partisan en France ou ailleurs. Les autres ont déjà effectué cette expérience. Donc l'esprit dans le camp de la mouvance présidentielle, l'esprit du parrainage fidèle ne veut pas dire que c'est le parti qui parraine. L'esprit du parrainage, ça veut dire que ce sont les élus qui parrainent. Mis à part le parti. Oui, et donc, parce qu'on prend aujourd'hui un maire UP ou BR qui se réclame d'une certaine couleur et qui va parrainer, par exemple, un candidat venant de l'opposition, ça paraît... C'est ça, justement, ce que... Ça ne paraît pas... Est-ce que ce n'est peut-être pas l'esprit de la logique que relève et pour preuve, pour corroborer ce que je suis en train de dire, ce que Maître Jacques Mégan, ancien bâtonnier, a dit, ce n'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, ce n'est pas de faire des partis politiques des instances au-dessus du peuple, ce n'est pas de faire des partis politiques les instances qui doivent parrainer les candidats, mais de faire des élus, des gens capables de maîtriser les candidatures. Et en France, comme ailleurs, ça se passe ainsi. Que vous soyez UMP, PS ou d'autres partis politiques, dès lors qu'un candidat arrive à vous convaincre qu'il a le meilleur projet de société, vous devez parrainer ce candidat. Emmanuel Macron, avant d'être candidat à la présidentielle, n'a pas reçu de parrainage d'un parti qu'il a créé auparavant. Il a reçu de parrainage de tous les autres partis, que ce soit de la droite ou de la gauche. Et c'est ça l'esprit du système parrainage. Il s'est réclamé ni de gauche ni de droite. La République en marche, il a fait parler de l'opposition. Oui, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Et donc ici, si un candidat doit faire comme Emmanuel Macron ou bien dans d'autres pays pour dire je ne suis ni UP, je ne suis ni BR, je ne suis ni FCBE, je suis pour le peuple, j'ai un projet de société pour faire avancer ce peuple-là et que ça plaît aux citoyens et qu'il arrive à convaincre des parrains. Les parrains doivent
voter pour ce candidat-là, doivent apporter leur soutien pour ce candidat. Sinon, si on permet que les partis politiques deviennent les tout-puissants de la République, il s'agit de confiscation de pouvoir et donc ad vitam aeternam, les deux partis, sinon le parti jumeau composé en deux ailes, ces partis-là vont confisquer le pouvoir et à jamais vont maîtriser et maires et députés et présidents. Et nous ne sommes plus en démocratie. Cette démocratie qui souffre déjà des élections législatives et communales qui ont été des élections exclusives. C'est le moment à présent de faire revenir la démocratie. La communale n'a pas été exclusive. Législative, oui. On en reparlera, puisque ce n'est pas l'objet du débat. Alors, Hippolyte, toi, votre réaction. Parce qu'il y a deux schémas. On parle de l'opposition comme des candidatures peut-être indépendantes. Dans le cas où il y a des candidatures indépendantes, je suis d'accord avec Fréjus, mais dans le cas où on parle de l'opposition, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, il y a deux courants d'interprétation. L'avocat Jacques Migan, voilà, pour qui les maires ou les députés, c'est les élus de la nation, donc ils sont quand même libres de parrainer la candidature de qui veut. Mais ce n'est pas exactement la compréhension du président de l'Assemblée nationale. Si, personnellement, moi, j'adhère à l'opinion du maître Jacques Migan, qui a voulu quand même ouvrir le débat sur ce terrain pour que l'opposition puisse aussi avoir des candidatures. Mais contrairement à la sortie du président de l'Assemblée nationale, et qui vous souviennent que Louis Vlavonou est l'initiateur du code électoral qui est en train de créer tous ces remous, tous ces hauts et ces bas que nous constatons depuis là, jusqu'au point où le code a été retoffé encore tout nouvellement, on a parlé de la loi complétive et consort. Je pense que... Avec des maires élus et d'autres désignés. Avec des maires élus, des maires qui ont été désignés. Je pense que si nous allons accepter être un pays démocratique, c'est l'heure est venue pour le président de la République et à tous les acteurs politiques, ceux qui sont élus députés, dont, qui souffrent d'une certaine légitimité, ça il faut le dire, ils doivent chercher à corriger à travers ces élections présidentielles. Cherchant à corriger ce qui s'était passé pour les élections législatives de 2019, où on sait que notre démocratie est véritablement en ballottage, c'est de permettre à ce que les élus, que ce soit les députés à l'Assemblée nationale, que ce soit les élus communaux ou municipaux, c'est-à-dire les maires, je peux parler en termes clairs, puissent avoir la liberté de parrainer qu'ils veulent. Je suis d'accord que le système partisan, tel que c'est conduit maintenant, un élu local, mais un élu, n'a plus c'est-à-dire la plénitude de ses pouvoirs d'agir en tant que tel, n'a plus la liberté d'agir. Donc, tout pas qu'il doit poser, il doit prendre d'abord la vague dans un grand parti des CA qu'on a qu'ils ont démissionné. Oui, même si nous acceptons aujourd'hui que le code électoral qui a été voté est voté dans les normes requises, mais il n'en demeure pas moins que son application pose d'énormes problèmes. Mais pour corriger cela, c'est de ne plus trop tailler, c'est de ne plus trop contraindre ces élus-là à parrainer coûte et coûte les candidats qui seront uniquement de la mouvance présidentielle. Le fait, mais c'est grave. Dans la mesure où nous sommes aujourd'hui, chaque citoyen souffre. Mais ces institutions ne sont pas au-dessus du peuple. Quoi qu'on dise, même la présidence qui est là, c'est une institution. Mais l'institution des institutions qui parrainent tout dans un pays démocratique, mais dans un règne démocratique là, c'est d'abord le peuple. Et pour que le peuple ne puisse pas sortir de son bon, pour commencer par faire des marches telles qu'on le sait dans les pays limitrophes. Attention, il y a coronavirus. Non, c'est vérité. Alors, nous devons ouvrir, mais Hippolyte, dites-nous, mais dans ce contexte-là aujourd'hui, est-ce que vous voulez dire que l'opposition peut avoir espoir d'avoir un candidat? Tel que les choses évoluent maintenant, nous ne pourrions pas dire a priori que l'opposition peut avoir une candidature. Ça là, à l'étape actuelle. À moins que l'Assemblée nationale, surtout le président de la République,
ait voulu personnellement quand même permettre aux opposants de compétir pour les élections présidentielles 2021. Non, excusez-moi, attendez, permettez-moi, non. Ce n'est pas juste. Laissons Hippolyte développer rapidement. Ce n'est pas juste. En l'état actuel de la loi, rien n'oblige les élus à voter. C'est bon. La loi ne pose pas de problème. Je dis, non, il faut me comprendre. Je dis le code électoral n'exclut pas la candidature de l'opposition. Voilà. Mais c'est l'application de la loi, vu la manière dont sur le terrain. Oui, voilà. vu la manière dont ce code électoral s'applique et les conséquences que cela est en train d'engendrer, c'est par rapport à ça que je suis en train de présager que ce serait vraiment compliqué à l'opposition d'avoir une candidature. Ça, là, nous ne l'aurons pas. Regardez, on va prendre un seul exemple. Regardez le même code qui a été voté, qui a permis de faire les élections communales et municipales. Ce même code a permis quand même à certains maires d'être élus. C'est le même code qui a créé des problèmes au point où on l'a retrouvé pour permettre à certains maires d'être nommés. Alors, donc, est-ce que comme les jeunes de l'opposition... Même là, ça dit ce code pose des problèmes à la mouvance présidentielle elle-même. Voilà. Mais quand on dirait tout à ceux qui ne sont pas proches d'eux, qui ne sont même pas membres de l'Assemblée nationale. Vous rejoignez les c'est l'Assemblée nationale qui est l'organe qui élabore les lois. Ça dit... Vous rejoignez les jeunes de l'opposition qui pensent qu'il faut retirer carrément la loi sur le système du parrainage? Oui, moi, sans vous mentir, ce que nous cherchons en tant que citoyens et en tant qu'analystes politiques, nous avons quelque chose de plus que les autres pays de la sous-région, mais de l'Afrique. C'est la paix. Qu'il faut conserver. Qu'il faut conserver. C'est notre or. C'est notre ressource minière, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la seule richesse que le Bénin a, qu'on peut vendre à un prix d'or. Ça s'appelle la stabilité. La stabilité qui nous donne quand même la paix. Donc pour qu'il y ait effectivement la paix, pour qu'on puisse préserver cette paix, moi je suggérerais que, comme ces députés, les 83 députés qui sont de la majorité présidentielle, on s'est touché au cours de façon unanime, retrouver la loi pour permettre à ce que tous les conseils communaux aient à leur tête un maire et leur adjoint, qu'on puisse véritablement retrouver cette loi-là, pour permettre à l'opposition, pour ouvrir un peu la candidature à tous les courants politiques pour que le match électoral de 2022 là, soit une compétition amicale, soit une compétition plaisante, comme on l'a tout vécu, surtout pour les dernières élections présidentielles de 2016. Et c'est ça qui a permis au président Talon qui est là aujourd'hui. Mais il n'était pas de la mouvance, il est de l'opposition. Mais si les lois étaient taillées sur mesure comme ça, si l'application des lois créait des problèmes, excluait les gens, le Bénin n'aura pas la chance d'avoir la tête on n'aura pas la chance d'avoir la tête de notre pays aujourd'hui, celui qui s'appelle Patrice Guillaume Athanas Talon. Alors, Frédéric Chablan, mais le combat aujourd'hui reste un combat des jeunes, peut-être de l'opposition, et de la presse qui en parle par moment. La presse ne fait pas ce combat, mais la presse en parle. La presse attire l'attention. La presse, comment on dit, sonne, c'est ça, non? Voilà. Alors, dites-moi, les opposants même là, les leaders de l'opposition sont où en ce moment, quand le débat est fait sur les réseaux, quand le problème est posé? Parce qu'on reproche tout au pouvoir, on dira oui, on a mis des lois, on a fait ci, on a fait ça. Mais qu'est-ce que fait l'opposition concrètement? Merci Corneille pour la question. Je reviens en 2 minutes sur ce que disait Hippolyte tout à l'heure. Je crois qu'il faut que ce soit clair dans toutes les têtes. En l'état actuel, il n'y a aucun alinéa, aucune lettre de la loi qui empêche les élus, députés ou maires, de parrainer un candidat de l'opposition ou un quelconque candidat. Je viens, Corneille, je viens. Il n'y a aucune lettre, aucun alinéa de la loi. Ce qui va se passer, c'est ceci. Les élus ne pourront pas parrainer un candidat de l'opposition quand, dans les prochains jours, une nouvelle loi explicative du code électoral
va tomber à l'Assemblée nationale. Même si on n'a pas une loi, même si on n'a pas une autre loi, je crois que la situation aujourd'hui est claire. Non, vous avez longuement eu le temps de vous exprimer. Permettez-moi de m'exprimer. C'est mon avis. Vous avez eu le temps de vous exprimer. J'apporte mon avis et ça reste mon avis. Donc, vous ayez la courtoisie de me laisser m'exprimer comme je vous ai laissé exprimer. Vous avez le temps de le laisser s'exprimer. Laissez-moi m'exprimer. Et donc, je dis, ne m'empêchez pas de m'exprimer librement. Je dis, en l'état actuel, mais ce sont des hypothèses, vous n'avez pas pris le temps de me suivre alors. Je dis, en l'état actuel, rien n'empêche les élus de parrainer un quelconque candidat. Et je dis, ce qui va empêcher les élus de parrainer, c'est si une loi explicative venait à préciser que les élus doivent recourir à leur parti. Cette lettre n'est pas dans la lettre. C'est mon avis. Je respecte votre avis. Respectez le mien. Alors, la question que je vais vous poser alors. Vous pensez qu'aujourd'hui, tel que nous avons vu la classe politique évoluer depuis 2016 jusqu'à maintenant, vous pensez, et même s'il n'y a pas une loi qui venait contraindre les élus de la mouvance à parrainer que des candidatures de la mouvance, vous pensez aujourd'hui que ça répond à quelle conviction politique si nous avons peut-être un maire UP qui parraine une candidature d'opposition? Nous devons être légalistes. On n'a pas besoin forcément d'une autre loi. Non, nous devons être légalistes. La loi, elle est claire. Je ne sais pas pourquoi nous sommes dans cette polémique à compliquer ce qui n'est pas compliqué. Si nous sommes légalistes, et comme l'a dit Maître Jacques Migan, la loi, c'est la loi. La loi n'a jamais dit qu'un élu doit recourir à un parti politique. Les élus parrainent. Maire ou député parrainent, c'est tout. Et donc, il n'y a pas de complication à ce niveau. Cette question, elle est vite répondue. Eh bien, je reviens à votre question. Qu'est-ce que fait l'opposition? Qu'est-ce que fait l'opposition? Mais l'analyse politique doit nous permettre de constater que la sortie du président de l'Assemblée nationale n'est pas une sortie anodine. C'est une sortie préparée. C'est une sortie pour lancer un ballon d'essai. Parce que l'opposition, elle travaille. L'opposition, contrairement à ce qu'on n'a vu pas. Oui, mais vous avez posé la question. Allons-y rapidement. L'opposition, contrairement à ce qu'on a vu par le passé, s'organise avec d'autres stratégies actuellement. Quelle stratégie? Et heureusement ou malheureusement, la rencontre de Porte Nouveau a lâché le secret. Le secret est aujourd'hui, aux yeux de tous, le professeur doyen sa probable candidature qui a été annoncée. Il a fallu que sa probable candidature soit annoncée. Il a fallu qu'on observe les déplacements du professeur Joël Aïvo à Porte-Nouveau, à Savet, à Parakou. Il a fallu qu'on observe une certaine organisation et il a fallu que les gens, si vous voulez, de la mouvance apprennent le soutien de quelques personnalités à l'interne et à l'extérieur autour du professeur Joël Aïvo pour qu'on nous parle maintenant du fait que les élus doivent recourir au parrainage de leur parti. Ça, il n'y avait pas pensé parce que il se disait qu'il n'y avait pas de candidat pour l'opposition, comme Koutié, Léa Dissoglo et tous les autres étant exilés et ne pouvant pas rentrer compétir. Donc, le chemin était dégagé avec une opposition divisée et fragilisée. Maintenant, l'unité et l'harmonie de l'opposition autour du probable candidat Joël Aïvo a changé les yeux, a changé le jeu. Non, c'est vous qui le dites. Moi, je ne vois pas encore l'harmonie dont vous parlez. Je ne vois pas l'unité. Je ne vois pas encore cela. Et nous assistons à un drame. Et nous assistons à un drame. La loi votée par la mouvance, quand cette loi a posé problème dans l'installation des élus locaux, on a modifié la loi pour avancer. Mais quand la loi a posé problème lors des législatives, où ces élus avaient l'opportunité de sauter les problèmes, comme ils l'ont fait pour les communales, afin de permettre une élection inclusive, ils ne l'ont pas fait. Mais quand cette loi, qu'ils ont pensé eux-mêmes, qu'ils ont voté eux-mêmes, leur a posé problème à eux-mêmes,
ils ont vite fait de se retrouver pour modifier la loi afin d'installer leurs élus locaux pour empêcher, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, les gens de prendre leur liberté. Et maintenant, cette même loi, il n'avait pas prévu qu'il y aurait un candidat de l'opposition. Lorsque Joël Aïvo est venu comme le candidat de l'opposition, ils ont lancé à présent l'idée... Oui, c'est la réserve. Ils ont lancé maintenant l'idée selon laquelle il faut restreindre la liberté des élus, maires et députés afin qu'ils ne puissent parrainer les candidats sans l'aval des partis politiques. Contrairement à vous, un instant Hippolyte, contrairement à vous, Frédéric Servolan, je n'ai pas encore vu un candidat de l'opposition. Certes, on parle de la candidature de Joël Aïvo, probablement, hein, je l'entends, mais je n'ai pas encore vu officiellement un parti de l'opposition déclarer officiellement soutenir la candidature de Joël Aïvo ou comme Joël Aïvo en tant que candidat de l'opposition. Pour le moment, on l'a pas. Voilà. Mais là, je suis d'accord avec vous. Alors donc, on s'entend là-dessus. Oui. Alors, j'ai une clarification à faire. Et ce que je m'en vais dire à mon confrère Frégis, c'est que même si la loi est demeurée telle où on la refait de nouveau, si les leaders qui dirigent les deux blocs, mais les deux partis soutenant le président de la République, c'est-à-dire l'UP et le BR, ne donnent pas leur aval à leurs élus ou bien aux députés. La loi ne dit pas cela. Nous devons être... La loi n'est pas mieux. La loi n'est pas mieux. Ce n'est pas dans mais c'est dans le respect. C'est dans le respect. Non, attends, collègue. Je parle de l'application. Je parle de l'application. Non, l'application ne sera pas aussi mécanique. Laisse-moi. Je parle de l'application. L'application, oui. L'application ne sera pas... Je vous prends, vous entretenez l'amalgame. Non, de là. Corneille, Hippolyte, une preuve. Une simple preuve. Laisse-moi aller au bout de l'hésitation. Lorsqu'il a été question de la désignation des maires, la loi, qu'est-ce que la loi avait dit? La loi avait parlé de la majorité qui désigne le maire. Oui. La loi l'avait dit. Mais quand ils ont... Est-ce qu'ils n'ont pas observé le blocage? La loi qui a été votée, la loi a été revue. Attends, quand elle a été revue, ça donne plus de puissance aux partis politiques d'imposer ce qu'ils désiraient. C'est pour dire que sans une nouvelle loi explicative, la loi, elle est claire actuellement. On n'a pas besoin forcément d'une loi explicative. On peut avoir une nouvelle loi explicative. Le problème qui se pose aujourd'hui là, si les acteurs et les teneurs politiques, y compris le chef de l'État, n'ont pas cette volonté manifeste de démordre à ce niveau pour permettre aux partis de l'opposition de participer aux élections là, l'opposition n'ira pas aux élections en 2021. Si la loi n'est pas changée, c'est pour vous dire quoi? La loi peut demeurer, c'est l'application de la loi qui pose maintenant problème. C'est l'application de la loi dans la mesure où... La loi n'est même pas appliquée, mais vous voyez déjà un problème dans l'application. Oui, non, la loi peut être communale, la loi a été on peut faire des lobbies en tant qu'analyste politique. Excusez-moi. Mais cela répondrait à quelle conviction, à quelle loyauté et à quelle fidélité politique? Si je suis un maire UP, je pose la question à Frédéric Servolan, et que je suis un maire UP et que je me retrouve à parrainer une candidature de l'opposition. C'est pour vous dire que non seulement... Vous avez posé la question, ne répondez pas. Justement, il y a la question. Alors, vous me répondez à la question que vous m'avez posée. C'est ça. Laissons même le bureau politique. Laissons le bureau politique. Alors, ça répondrait à quelle... Voilà. C'est toujours une question. Eh bien, je réponds. Et je rapidement. Un instant, Hippolyte. Cela a répondu à quelle fidélité? Ça fait la deuxième fois. Cela a répondu à quelle fidélité quand les élus PS, UMP, les élus de gauche et de droite ont parrainé Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui président de la France. Ici, Emmanuel Macron ne venait pas d'une opposition. Le Bénin n'a pas créé le système de parrainage. Le système de parrainage, nous l'avons copié et nous l'avons collé. Alors, merci. En tout cas, on aura compris quelque chose. Alors, allons-y, Frédéric. Qu'ils nous souviennent, quand le chef de l'État avait rencontré les partis politiques qui avaient pris part aux dernières élections communales, là, à la veille du vote de la loi explicative, mais avant qu'il ne promulgue du moins sur la loi, il leur disait ceci, qu'il n'entend pas
c'est-à-dire faire une alliance du moins avec les FCBE. Tout à fait. Donc c'est pour dire que les partis UP et le BR ne fassent pas alliance avec FCBE. Talon, c'est quelqu'un, il est méthodique. Et là, le président Talon n'est pas un député. Il est méticuleux dans ses actions. Ce n'est pas ce politicien qui dit A, après va dire B en étant T. Non. Mais si. Non, attendez. Quand on s'en tient à ce propos-là précis, il faut savoir que Talon ne serait pas précis la loi, on ne fait pas ce lobbying-là pour permettre quand même de revoir la loi, pour sauter le parrainage politique. Je suis C'est la d'accord seule avec chose qui peut nous permettre aujourd'hui que l'opposition participe convenablement aux élections en 2021, qu'on peut espérer la participation éventuelle de l'opposition en 2021. Sans quoi, si la loi demeurait telle, ça serait vraiment difficile à l'opposition d'y aller. Maintenant, il a évoqué le cas du professeur Frédéric Jouet à Yvon. Mais effectivement, il a commencé par aller sur le terrain, il a commencé par faire quelques tractations politiques. Il a été à Savert, Parakou, dans d'autres communes de notre pays pour rencontrer les leaders religieux, et certaines autorités communales et consorts. Nous sommes d'accord, mais quand on le dit, quel est le parti dont on est en train d'écouter qui veut porter sa candidature? C'est le PRD, non? Mais le PRD est un parti de la mouvance présidentielle. C'est que si ça dit, on ne peut pas dire aujourd'hui que Joël Aïvo serait le candidat de l'opposition s'il veut être candidat du PRD. Le PRD est dans le mouvement présidentiel. Donc, jusqu'à présent, je dis, l'opposition. Et qu'entre-temps, le PRD l'a bien déclaré, plus d'opposition. Le PRD l'a dit, qui fait partie de la mouvance. L'autre chose, l'opposition béninoise, ce que moi je vois, c'est que les ténors de l'opposition béninoise là ne sont pas prêts pour aller aux élections présidentielles. C'est à cause de l'exil? Non, il y a des gens qui sont à l'exil. Il y a d'autres qui sont ici. On a abandonné. Tant qu'ils ne vont pas s'entendre, porter la même voix, faire des lobbying là, et être dans leur position vraiment de jusqu'au boutiste. Qu'est-ce qu'ils font concrètement aujourd'hui? Oui. Ce n'est pas la veille ce n'est pas à 2 jours, à 3 jours, quand tout sera fait, qu'on va commencer par crier dans les rues pour dire qu'on a exclu, qu'on a exclu. C'est justement ça. Ils sont déjà en retard. Et nous sommes, disons, à 10 mois, ou bien... Est-ce que ça 9 mois, 9 mois des élections. À moins qu'ils se réveillent tôt maintenant, qu'ils commencent par faire des lobbying à l'endroit du chef de l'État, qui est le père de la nation, quoi qu'on dise. Et s'ils arrivent à gagner le corps du président et de tous ses soutiens, de tous ses leaders politiques qui le soutiennent là, on pourrait éventuellement revoir en urgence le code électoral qui pourrait probablement sauter le verrou du parrainage politique. Là, l'horizon serait ouvert à tous les partis politiques, à tous les courants politiques de notre pays, pour qu'en 2021, comme je le martelais tout à l'heure, il y ait une belle compétition. Qu'il y ait une belle compétition. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la naïveté ni de l'innocence, mais je remarque que vous avez été un peu absent de ce pays. Si vous pensez une seule seconde que ceux qui sont là aujourd'hui ont ne serait-ce qu'1%, un pourcentage de volonté de retirer le parrainage, c'est que vous êtes trompés. On l'a réclamé, on l'a exigé pour les législatives. Rien n'a été fait alors qu'il était possible de se revoir en une séance pour corriger ce qui devait être fait. Lorsqu'ils ont été bloqués eux-mêmes pour les communales, où les gens voulaient prendre leur liberté, ils ont accouru pour modifier la loi. Et donc, ils n'ont jamais pensé retirer le système de parrainage. Aujourd'hui, ils lancent un ballon d'essai. Oui, mais probablement. On ne va pas le faire un procès d'intention. Oui, non, c'est pas un procès. Ne pensons pas qu'ils sont autant fermés dans leur logique qu'il n'y a pas de flexibilité, qu'il n'y a pas eu de flexibilité. Si à chaque fois que je dois prendre la parole, vous devez m'interrompre, le débat ne sera pas intéressant. Si à chaque fois que je prends la parole, vous devez m'interrompre, ce ne sera pas intéressant. Et donc, je dis... Vous avez arraché cette fois-ci la parole. Non, je parle. Vous l'avez arraché. Non. Eh bien, je dis, c'est peut-être une faiblesse. Je n'ai pas la science infuse, mais c'est mon avis. Je dis qu'il n'y a rien à espérer de ces députés, de cet exécutif, à ce qu'ils retirent le parrainage. Ce qu'il faut faire, c'est lutter pour qu'il n'y ait pas une nouvelle loi explicative qui empêche les élus de parrainer qui y veulent. Ça ne suffira, parce que, ça ne suffira pas. Oui, ça suffira. Parce que ça suffira. Ça Pas suffira. Parce que si on n'empêche pas les élus... Nous avons certes, il y a une lecture... Il y a une lecture politique
que tout le monde ne fait pas et tout le monde n'a pas accès à cette lecture forcément. Allons-y. Les frustrations internes qui sont enregistrées ne sont pas connues. Au niveau Et donc, de la mouvance? au niveau de la mouvance même. Et donc, si on ne recourait pas à une loi mercenaire pour empêcher les élus parrains de parrainer les candidats qui y veulent, vous serez étonnés de voir les candidats de l'opposition obtenir au moment donné des parrainages. C'est vrai à qu'à la couper le présidentielle, il y a des surprises Mais sur oui, le terrain. mais ce n'est pas non. Ce n'est Alors, pas le non. code C'est électoral, mon avis. le code C'est électoral mon qui a avis. permis de participer aux élections législatives de 2019, là, c'était le code électoral qui a été voté avec l'ancienne législature, où il y avait une minorité parlementaire et une Une majorité qui était fidèle à qui? Nous sommes d'accord, on dit majorité. Une majorité qui était fidèle à qui? Non, nous sommes en politique. Et en politique, là, c'est les rapports de force. Mais le chef d'État qui est là a su quand même avoir à sa cause une majorité écrasante qui le soutenait au Parlement. Mais c'est de la bonne guerre pour lui. Ça marche pour lui, on ne veut pas l'en vouloir. Mais ce que nous disons maintenant, là, le code est déjà voté. Je le redis, il faut que nous fassions un lobbying auprès du chef de l'État et de tous les 83 députés pour qu'on puisse revoir encore le code électoral pour sauter le verrou du parrainage politique. C'est tout ce qu'on peut dire sur ce terrain. C'est la même chose. Quand on dit l'opposition encore, la candidature de l'opposition encore, ça souffre encore de problème dans la mesure où les 7 maires FCBE souffrent aujourd'hui de légitimité au regard des propos qu'entretiennent, mais que tiennent du moins les leaders de l'opposition. Eux autres, ils disent que la FCBE, mais les FCBE qui ont participé aux élections communales et municipales de 2020 appartiennent à la mouvance présidentielle, que c'est un plan B du chef de l'État. C'est-à-dire que dans la même opposition, il n'y a pas d'entente, il y a de la mésentente. Mais dans une maison où les gens ne s'entendent pas, il ne peut pas avoir de la cohésion. Et quand il n'y a pas la cohésion, on ne peut pas s'entendre pour aller, c'est-à-dire faire une guerre qui pourrait quand même leur bénéfique à la fin. Donc, c'est-à-dire l'opposition, Benoît, je le redis, il n'y a pas d'organisation. Ils sont confrontés à d'énormes problèmes dans la mesure où elle-même n'est pas encore prête là pour participer aux élections. Je peux parler ainsi. Est-ce que c'est l'effet... Pas jusqu'à présent. Tout à l'heure, le nom qu'il agitait, et Joël Aïvo, deux titres qu'il agitait là, si éventuellement c'était l'opposition qui devait le porter, on est à quelques mois des élections, non? Mais les leaders de l'opposition, l'ancien président Boni Aïe est là, on le connaît, l'homme des Béfoules, il est là, il peut commencer par l'accompagner. Il y a l'ancien président Nicéphore Léadi Sogo, Nicéphore Dieudonné Sogo, j'y ai arrivé, qui est là, quelqu'un qu'on connaît bien, sa rhétorique en matière politique. Il y a Candide Azanaï, quelqu'un qui a le feeling politique au point. Tout cela pouvait quand même commencer par l'accompagner. Vous voyez qu'ils sont dans leur, chacun campé dans leur camp. Le RE est en train de défendre son camp. Le FCBL est en train de défendre son camp. On est en train même d'apprendre dans les coulisses que Yaïboni veut créer un parti politique. Est-ce à quelques jours des élections présidentielles qui va pendant ce temps, ce n'est pas le juge de la chasse qu'on apprend à le vieux chien. Ce n'est pas le juge de la chasse qu'on apprend à le vieux chien. Il va falloir qu'ils puissent s'entendre on va évoluer pour essayer de faire des lobbying communs pour que cela puisse porter. Vos avis sont respectés, il y a de la contradiction et ça anime ce débat. Il faut juste savoir. Alors, mais rapidement. Sans placer deux mots. On va évoluer. Hippolyte, vous avez... Je dois placer deux mots. Hippolyte, vous avez votre idée. Vous avez votre idée de l'opposition, de comment l'opposition doit fonctionner. L'opposition a sa stratégie, observons. Vous êtes dans le secret des choses, il faut dire. Alors, les statistiques de 2019, rapidement. Les communes de 2020. C'est une stratégie qui n'évolue pas. C'est-à-dire un acteur politique qui se laisse échapper par des élections présidentielles là, n'a plus son poids. Alors, il faut juste savoir rapidement, avant d'aborder l'autre sujet, le souhait du président de l'Assemblée nationale, lors de sa sortie dans le cadre d'un an de la 8e législature, le souhait du président de l'Assemblée nationale qui, quand même, souhaite avoir quand même la candidature du président Patrice Talon pour la prochaine présidentielle. Oui, ce n'est que la conclusion de ce que nous disions depuis le début. Il a lancé le ballon d'essai pour dire à ceux qui veulent être candidats face à Patrice Talon, il se pourrait qu'il y ait une loi bientôt pour empêcher les élus de vous parrainer s'ils n'obtiennent pas l'aval de leur parti. Donc attention, le terrain. Donc c'est la conclusion. C'est la conclusion pour dire
Patrice Talon sera candidat, ce n'est plus une surprise pour personne. Il a porté la voix de l'exécutif, il a porté la voix de la mouvance. Mais je pense personnellement que ce serait une erreur. Est-ce que ça ne sera pas quand même plus génial, plus beau, que le candidat même se décide que de susciter candidature? En principe, alors nous sommes, le président de la République devait quand même nous situer sur sa candidature ou pas. Mais son silence... On a vu Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire qui en janvier l'a s'est prononcé. Mais bon, ça fait partie aussi des stratégies politiques. Ça là, il faut le dire, ça fait partie des stratégies politiques. Mais revenant à la sortie médiatique du président de l'Assemblée nationale, moi je n'ai pas trop aimé le fait qu'il a déclaré ouvertement qu'il veut encore que le président de la République revienne. Parce que, non, lui, il est la deuxième personnalité de l'État. Et quand on parle de lui, Vlavonou, c'est quelqu'un qui a quand même une expérience politique, une énorme expérience politique. Mais en principe, vu ce que les gens sont en train de dire, même le Parlement que le ministre est en train de diriger, qui souffre d'une certaine légitimité, les communautés qui ont été faites avec assez de critiques où les gens disent que les maires ont été nommés, ils devaient sortir quand même pour être... Les gens ne disent pas que les maires sont nommés. Attends. Les maires sont nommés. Non, il faut dire les choses. Les maires sont désignés. Les maires sont désignés. C'est le mot. Il devait quand même chercher être un centriste, un homme rassembleur. Un homme rassembleur. Il a la chance aujourd'hui, depuis 1990, là, c'est le seul président de l'Assemblée nationale qui dirige une assemblée monocolore. Donc, il ne soupe pas comme ce qu'avait vécu le président Mathurin Nago. Quand les Bounamou souhaitaient à l'Assemblée nationale, ils animaient l'opposition. Non, disons les choses. Donc, sa sortie devait quand même être une sortie flexible, une sortie d'homme rassembleur, de quelqu'un qui est centriste, sur qui les bénéfices disent, ah, au moins, on a ceci. Lorsque ça ne va pas brûler là, donc, il va se calmer le jeu. Selon vous, il aurait dû garder ce soir pour lui. Il aurait gardé. Absolument. Oui, parce qu'à un moment donné, comme le dit, excusez-moi, comme le dit, comme le dit les Espagnols, la parole devient profonde si elle provient du silence. Il devait se taire quand même sur ce terrain. C'était juste une parenthèse. On évolue rapidement avec, cette fois-ci, on va à la criette. La Cour de répression des infractions économiques et terrorisme, avec de nouvelles condamnations. Léadi Soglo, 10 ans, Sévère Adjouvi, 7 ans, après la vague des 20 ans, Komi Koutié, et puis Sébastien Jamais à Javon. Alors, voilà, de nouvelles condamnations. Oui. Ça semble c'est vous un étonner, sujet de transition. On va pas... Ça semble vous étonner, mais c'est sans surprise. C'est sans surprise. Oui, c'est dans la droite ligne de ce qu'on a commencé par observer depuis la création de cette cour. Un opposant n'ayant pas pour sortir libre, c'est connu. C'est connu, mais le cas Léadi est un peu... Je ne sais pas comment dire. C'est un rétablissement. Non, vous savez, Léadi Soglo avait été démis de ses fonctions pour malversation financière. Il a été humilié, il a été chassé, et heureusement ou malheureusement, son arrestation a manqué. Non, qui l'a chassé? Qui l'a chassé? Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui le chasse. Moi, je ne sais pas si quelqu'un le chassait, mais il a été démis de ses fonctions, humilié, insulté, tout dans les journaux, par ce qu'on a l'habitude d'appeler les clébés. On a parlé de détournement, de corruption, etc. Mais aujourd'hui, la Cour de répression des infractions, terrorisme, économique et tout ce qu'on veut, a déclaré non coupable Léadi Soglo de ses chefs d'inculpation, d'accusation. C'est extraordinaire. Et donc, ça montre que la cabale contre Léadi Soglo, le fait qu'il ait été démis de ses fonctions, était un abus de pouvoir. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Mais lui, il est condamné pour abus de fonction. Oui, mais néanmoins, il est condamné pour abus de fonction. Mais puisqu'il faut l'accabler, puisqu'il a été condamné de quelque chose, abus de fonction avec 10 ans, ça paraît gros, abus de fonction 10 ans. Et pourquoi déjà, pour les premières informations, pour avoir octroyé des primes à des conseillers, si ça, c'est un abus de fonction, à chacun d'apprécier. Mais ce qu'il est important de retenir de ce jugement, c'est que
ce pourquoi il a été vilipendé à l'interne et à l'international, ce pourquoi il est en exil. On avait dit, il y a corruption, détournement, mauvaise gouvernance, prime d'escalier, il a fêté le milliard, on a envoyé ces informations. La présomption d'innocence avait disparu au profit de la présomption de culpabilité où pour tout le monde, il était coupable, il a détourné, les preuves étaient irréfutables. Et aujourd'hui, cette cour de répression n'a pas eu les preuves, n'a pas été capable de le condamner de ces chefs d'occupation, de détournement et autres. C'est extraordinaire. Alors, sur les 4 ans ou les 3 ans, on a encore l'impression que la criette tape beaucoup plus dans le rang des opposants. Donc ça, on ne m'a pas... On peut a priori quand même... C'est un constat. Dire que, non, le constat que vous avez fait quand même est objectif. Ça, il faut l'avouer. Mais on ne peut pas dire que la criette est votée pour juger uniquement que les opposants. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Non. Voilà. Personne ne l'a dit. Excusez-moi. Quand nous prenons le cas, on va prendre le cas qui est d'actualité maintenant. Le cas Liadi Sogo. Mais Liadi Sogo a été démis de ses fonctions pour quel chef d'accusation? On lui reprochait quoi? Qu'il avait détourné. Mais aujourd'hui, quand la criette l'a jugé, ils l'ont quand même lavé de tous ces chefs d'accusation-là. On dit maintenant, on a requalifié l'affaire pour dire qu'il y a abus de fonction. Cela voudra dire que les juges qui sont là-bas, moi, je faisais partie de ces analystes politiques qui critiquaient quand même l'instauration de la criette. Mais à voir la manière dont ils ont traité les cas qui font l'actualité, qui animent l'actualité maintenant, à savoir le cas de Liadi Sogo et de Adjobi Séverin, j'ai vu quand même que les juges qui sont là-bas travaillent plus ou moins de façon impartiale. C'est des humains. Ils ne peuvent pas être parfaits dans leur travail. Non, c'est des humains, ils ne peuvent pas être parfaits dans leur travail. Donc, ce que je m'avais dit à ce niveau, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir doivent savoir que tout rattrape. Donc, quand vous posez les actes là, soyez prêts à assumer les responsabilités. Ils sont déjà jugés que la criette récupère et rejuge. Oui, c'est peut-être bon. Ça fait partie, ça là, on ne m'a pas. Ça fait partie de la défense de notre système judiciaire. On ne va pas se leurrer. Alors, pour abus de fonction, donc, ça a 10 ans. 10 ans. Donc, au fait, nous, on ne maîtrise pas trop, comment dire, ce que prévoit les tests. Donc, les juristes en son temps, nous, c'est les Adi Sogo, ces avocats ont aujourd'hui la liberté d'interjeter en appel. Ils ont 15 jours d'interjeter en appel. S'ils interjettent et qu'au niveau de l'appel, on voit que la sentence qui a été donnée au niveau de la première instance est une sentence sévère, donc ils vont revoir quand même la loi pour ramener un peu la peine, un peu plus ou moins, à une peine minimale. Donc, en tout cas, parler ainsi. Si y a abus de fonction, il y avait. Voilà. En tout cas, tous ceux qui gèrent aujourd'hui la chose publique, faisons attention alors. C'est bien cela. C'est une leçon qui ça doit rattrape tirer. toujours et rapidement avant de finir à la nom de toute politique, mais on parle de la politique, de l'environnement maintenant, de préservation, d'assainissement. Frédéric Semblant, nous avons vu il y a 5 ou 6 jours les fortes pluies sur Cotonou environ ont complètement ramené le même calvaire qu'on a l'habitude de vivre à chaque saison pluvieuse. C'est étonnant ce qu'on observe à Cotonou parce que en son temps, ça faisait partie aussi des griefs contre les Adi Soglo, l'inondation à Cotonou. Donc l'on avait espéré qu'après les îles de Liadi Soglo, Cotonou ne serait plus jamais inondé sous le nouveau départ. Donc c'est avec curiosité et étonnement qu'on a constaté encore que ce phénomène perdu. Et donc il faille, on constate malheureusement que ces problèmes perdus. Je ne suis pas d'accord avec vous cette fois-ci. Et donc vous l'avez dit précédemment dans un reportage avec le professeur Placide Clédio et autres, qu'il faut moins les discours politiques et autres dans les bureaux, les politiques qui accusent tel maire d'inondation, etc., et aller vers les solutions concrètes. Il a cité Agla, il a cité Fifadi, où le lit ou bien les lits naturels de l'eau d'écoulement sont bloqués.
et qu'il faille dégager ces endroits-là au lieu de parler de milliards dans des plans, etc., ou au lieu d'accuser à tort ou à raison un maire ou de l'envoyer en exil. Donc, je crois qu'il faut aller vers ces solutions-là, identifier, il y a parlé de 3 endroits, j'ai oublié, je me souviens de Fifadi à Agla, et un autre endroit, il faut urgemment aller vers ces endroits s'il faut prendre les mesures courageuses afin d'aider les populations. Parce que sur les images, vous avez vu des gens qui ont mis sur leur tête leur lit, leur télé, ils ont déménagé, des véhicules qui sont noyés dans l'eau. Le calvaire est terrible. Le chômage est suffisant. Vous voyez, on parle de limogeage, de Sonacop, etc. Les gens sont suffisamment limogés pour que la pluie les dégage encore de leur maison. On ne peut pas tout subir. Le chômage qui va croissant, l'environnement économique. Il faut catégoriser la chose. Non, il faut amoindrir la souffrance des populations. Nous sommes d'accord. Mais il faut catégoriser la chose. Il ne faut pas tout mélanger. Si les gens doivent être dans le chômage, s'ils doivent souffrir de la Covid-19, s'ils doivent souffrir de ce dont ils souffrent et souffrir encore de l'eau, c'est cela dommage. Appréciation sur la question des inondations à Cotonou. Vraiment, l'affaire d'inondation dans la ville de Cotonou et ses environs, quand même, constitue un phénomène qui ne nous honore pas. Qui ne nous honore pas. Et parce que nous constatons ce que vivent quand même les citoyens qui vivent dans ces zones inondées. Et quand nous prenons par exemple certains établissements dans la ville de Cotonou, dans Calavi, centre des années également. Oui. Et même dans une partie à Ouida, mais on constate que les établissements sont presque devenus inaccessibles. Et quand nous prenons l'Université nationale de Beneluya, c'est l'Université de Calavi, qui est la plus grande université dans notre pays aujourd'hui. L'eau fait des études supérieures. L'eau fait des études supérieures telles que tu... Merci de m'avoir passé l'expression. Donc ça ne va pas. Les étudiants, ça dit, vivent le martyr là-bas. Sur le campus, ça ne va pas. Ils partent dans l'eau avant d'aller tuer, d'aller composer. Quand ils sortent pour aller dans leur maison, dans la zone résidentielle appelée le Zoubadje, là-bas, tout est mouillé. Dehors mouillé, WC, tout. Ça dit, ça ne va pas. Et cela pose quel problème? Ça pose le problème du fait que les régimes se succèdent. Mais ils n'ont pas encore trouvé la thérapie nécessaire, adéquate et réaliste et réalisable là, pour solutionner définitivement ce problème. L'autre chose, les scientifiques, vous avez parlé tout à l'heure de la sortie du professeur Placide Clédio. Je respecte cet homme, cet universitaire au pair, mais moi je les accuse quand même. Où sont-ils depuis des années? Ce n'est pas un tribunal. Non, attendez, ils ne sont pas des décideurs. Eux ne décident pas, mais eux, ils expliquent, ils proposent des plans. Ce sont les politiques qui décident. Les hommes scientifiques, ce sont les politiques qui décident. Les hommes scientifiques doivent apporter quand même leur soutien face à des situations données. Ils n'ont jamais manqué. Mais quand on prend cette inondation, ils n'ont jamais manqué d'exprimer cette inondation cyclique. Les gens nous ont expliqué que c'est un phénomène qui vient de chaque 10 ans. Mais ils étaient où quand ça s'était produit en 2010? Ça c'était pour 2010 et il a également dit attendez, des catapultes détruire des maisons. Deux choses. Quand on parle, est-ce que vous connaissez un instant? Ça dit quand on parle il ne faut pas accabler à tout moment et à tout va des études d'impact environnemental qui se font avant la réalisation des infrastructures socio-communautaires, mais avant la réalisation des routes et les pavages qu'on sort. Mais ce sont les mêmes cadres qui conçuent les experts, qui ont les cabinets, qui prennent ces marchés-là. Vous me comprenez? Mais si les... Au niveau peut-être des ministères. Attendez. Là, je suis d'accord. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord que l'inondation, ce n'est pas un phénomène qui se produit seulement au Bénin. Mais ça se produit dans plusieurs pays. Mais quand nous prenons le cas de notre pays, le Bénin n'est pas un pays si vaste où on ne peut pas trouver quand même une solution à ce problème-là. Ça voudra dire que les cadres, que ce soit les cadres qui sont dans les ministères, qui dirigent les projets, que ce soit les scientifiques, ils doivent se réasseoir pour trouver, élaborer un projet viable. C'est la volonté politique. Merci. Et puis on attend également sur ce débat que l'assemblage réalisé puisse donc avoir son effet. C'est un débat sur lequel on reviendra certainement. Parce que est-ce que l'affactage
aggravé la situation où l'aspartage a été un palliatif, une solution quand même qui permet aujourd'hui de mieux lutter contre les inondations à Cotonou. Le débat, on reviendra sur le débat plus tard. Merci Frédéric Serment et merci Hippolyte Wanou. C'était donc le grand débat de la rédaction, le forum des rédactions. Vous l'avez certainement apprécié. On maintient, on garde le contact pour la semaine prochaine. Au revoir.